Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est un plaisir de vous retrouver en cette fin d'après-midi en direct sur France 2 et sur France Info pour les traditionnelles commémorations du 8 mai, avec cette année encore un dispositif évidemment particulier en raison des contraintes sanitaires et à un horaire inhabituel d'ailleurs car le chef de l'État Emmanuel Macron assistait ce matin au sommet européen à Porto, au Portugal. Vous découvrez ici des images en direct comme chaque fois des Champs-Élysées et de la place de l'Étoile où on attend donc dans quelques instants Emmanuel Macron avec la présence simplement de quelques officiels. Et vous êtes sur place, Guillaume Daré, on va commencer par vous pour nous faire vivre évidemment tout cela au plus près, en direct comme toujours, avec deux temps forts, on le rappelle. D'abord l'hommage au général de Gaulle et puis la cérémonie ensuite au pied de l'Arc de Triomphe, là où vous vous trouvez. Oui, bonjour Julien. Effectivement, avant d'arriver ici, Emmanuel Macron s'arrêtera quelques centaines de mètres plus bas sur ces Champs-Élysées. Première étape au pied de la statue du général de Gaulle, puis il remontera ensuite ces Champs-Élysées pour la cérémonie qui se tiendra ici au pied de l'Arc de Triomphe. Dépôt d'une gerbe, le chef de l'État ravivera la flamme située sur la tombe du soldat inconnu, puis il y aura bien sûr une Marseillaise. À mes côtés, le général Abad, gouverneur militaire de Paris. Bonjour mon général. Bonjour. Une nouvelle cérémonie que vous êtes chargé d'organiser qui se fait évidemment dans des circonstances particulières. Oui, en effet, compte tenu du contexte sanitaire, nous avons fait le choix, encore une nouvelle fois, d'une cérémonie en format extrêmement restreint, sans public, sans troupes militaires, mais qui reste néanmoins solennelle, avec, comme vous venez de le dire, un ravivage de la flamme sur la tombe de soldat inconnu par le président de la République. Alors, évidemment, dans cette crise sanitaire, l'armée prend aussi sa paire, notamment pour ce qui est de la vaccination. Concrètement, comment ça se traduit? Alors, en effet, vous faites allusion à une des opérations que nous menons. Il y a bien sûr l'opération Sentinelle de lutte contre le terrorisme et l'opération Résilience, qui est finalement la contribution des armées à l'action gouvernementale de lutte contre le Covid. Et en effet, très concrètement en Île-de-France, ça se traduit en ce moment par un effort sur la campagne de vaccination et l'activation depuis 2 mois de 2 centres de vaccination dans les 2 hôpitaux militaires parisiens, à Percy et à Bégin. Et en effet, nous sommes sur un rythme assez élevé. Et je voudrais aussi souligner l'action particulière de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, des militaires de la BSPP, qui est également très fortement engagée dans cette campagne de vaccination. Merci beaucoup, mon général. Merci Guillaume, et on vous retrouvera évidemment tout au long de cette cérémonie en direct au pied de l'Arc de Triomphe. On salue d'ailleurs nos amis militaires et nos amis pompiers qui font, c'est vrai, un travail absolument admirable aussi dans cette campagne de vaccination. C'est important de le rappeler. Alors, on va suivre tout cela évidemment ensemble avec Nathalie Saint-Cric. Bonjour Nathalie. Bonjour. Avec Pierre Servant, notre consultant militaire. Ravi de vous retrouver, Pierre. Julien, et bienvenue bonjour. à vous. Et avec Fabrice Delmeda qui est également Bonjour. à mes côtés. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes évidemment historien et grand spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. J'en profite aussi, comme à chaque fois, pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent, me dit-on, toujours plus nombreux sur TV5 Monde et sur France Info. Peut-être un mot pour commencer, Nathalie, de cette commémoration et de cette année particulière qui s'inscrit une fois encore dans un contexte mémoriel singulier. Alors l'an dernier, on se souvient que c'était l'année du général de Gaulle. Cette année, il y a eu Napoléon, avec les polémiques que l'on a suivies. Et puis aussi la date anniversaire de l'accession au pouvoir de François Mitterrand. Ce sera lundi, le 10 mai 81. Ce sera lundi, effectivement. Donc, c'est une année un peu délicat parce qu'effectivement, Emmanuel Macron de Gaulle, c'est une figure qui est relativement consensuelle maintenant. Et effectivement, l'année dernière, entre l'anniversaire du 18 juin, celle de la mort du général de Gaulle, il y avait tous les Français derrière. Il va être assez intéressant de voir comment il va s'en sortir sur François Mitterrand, qui était quand même un socialiste et qui avait, à l'époque de son élection, coupé quand même la France en deux. Et c'est également intéressant de voir comment il a rendu hommage à Napoléon en évitant relativement tous les écueils, c'est-à-dire celui d'une commémoration absolument exagérée, c'est-à-dire qu'il a dit un certain nombre de vérités, notamment sur le rétablissement de l'esclavage, toutes les choses qui pouvaient être imputées à Napoléon et critiquées au regard de son histoire, tout en rendant hommage à une forme de grandeur du pays. Donc il a voulu que ce soit une commémoration éclairée, a-t-il dit, et on verra lundi quelles sont les initiatives. Je crois qu'il a décidé de rassembler un certain nombre d'anciens collaborateurs de François Mitterrand. Bien. C'est vrai que c'est un contexte particulier, Pierre Servant, on le rappelle, 76e anniversaire de la capitulation allemande, 8 mai 1945. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de polémique. Le 8 mai 45, c'est une date qui fait consensus, bien évidemment. Et c'était important cette année encore de maintenir ces commémorations, malgré le contexte sanitaire et malgré ce sommet européen auquel le président de la République a dû assister ce matin. Oui, effectivement, c'est important. Je crois que les Français sont attachés à tous ces symboles d'unité, parce que pour le coup, il y a aussi des mémoires un peu plus fracturées. On a évoqué le Napoléon notamment, mais là, c'est vraiment une image d'unité. Un point à rappeler, c'est que
cette statue du général de Gaulle, au pied de laquelle tout à l'heure le président va déposer une gerbe, c'est un symbole magnifique et incroyable. Il faut quand même rappeler que ce général magnifique qui défile en puissance donc au mois d'août 1944, quelques années auparavant, il est condamné à mort, dégradé, déchu de ses biens. Et c'est également le cas de tous les rebelles gaullistes de la première heure qui sont mis au banc des réprouvés. Donc, nous, on commémore cet événement, les jeunes générations voient le succès, mais il faut se rappeler qu'avant d'arriver là, tous ces hommes, et bon, ces femmes également, mais notamment ces hommes combattants qui ont rompu avec la France et avec Vichy, ont été déchus de leur nationalité, condamnés à mort. Fabrice Dalméda, c'est une question qu'on pose évidemment régulièrement. Le rôle du général de Gaulle dans cette libération de la France, il a été réel ? En tout cas, la France est présente au traité parce que très tôt, des gens comme le général de Gaulle ont choisi d'aller dans le camp de la liberté, de celui qui allait, à partir de 1942, être la jeunesse des Nations Unies et du monde libre. Et c'est ce combat qu'a mené la résistance française, qu'ont mené aussi, faut le rappeler, les Français de l'extérieur, c'est-à-dire les colonies. On ne peut pas oublier qu'on n'aurait pas été du côté des vainqueurs s'il n'y avait pas eu des gens comme Félix Éboué pour décider que l'Afrique équatoriale, d'abord le Tchad puis l'Afrique équatoriale, se rallierait à la France libre et qui a donc donné une base territoriale. Brazzaville, capitale de la France, ça fait sourire, mais ça a été à un moment donné une réalité et ça a permis ensuite à ces troupes de former l'embryon que Leclerc a ensuite conduit dans la grande bataille de Bir Hakeim et dans l'épopée de la libération de la France et de l'invasion de l'Allemagne. Alors regardez cette image en direct, toujours très impressionnante, évidemment des Champs-Élysées vides de tout public, pour les raisons sanitaires que l'on sait. On n'est plus confiné, la France n'est plus confinée, mais les Champs-Élysées ressemblent à un pays confiné. Voilà, ça tranche avec ces images évidemment de la place de la Concorde, avec les jardins qui sont derrière, où il y a des centaines et des centaines de Parisiens et de Parisiennes qui s'y promènent. On va retrouver justement Jian Benzina qui se trouve au pied de cette statue du général de Gaulle, car c'est là que se rendra dans quelques instants le président de la République pour un premier hommage. Qui est présent cette année, Jian ? Alors très très peu de monde, Julien, vous le disiez, il n'y a pas de public cette année, donc la cérémonie qui va se tenir juste derrière moi sera vraiment en comité très restreint. Ce sera donc sous la grande statue du général de Gaulle pour accueillir le président de la République. Vous les voyez, ils sont en place, c'est la musique de la garde républicaine, un tambour, un clairon. De l'autre côté, vous les apercevez au fond, ce sont les proches, c'est la famille du général de Gaulle. Le président est attendu d'ici quelques minutes, il va arriver ici, il sera accueilli par le chef d'état-major particulier, il va enchaîner avec une cérémonie, ma foi, assez minutée, un dépôt de gerbe au pied de la statue du général et puis 1 minute de silence suivi d'un temps d'échange avec la famille, les proches du général de Gaulle. Et puis Emmanuel Macron reprendra sa voiture aussitôt pour remonter les Champs-Élysées vers l'Arc de Triomphe. Donc vous le voyez, le protocole est assez serré, mais c'est chaque année un temps très émouvant de cette cérémonie de commémoration. Bien, merci Jian, et on vous retrouvera évidemment en direct dans quelques instants, une fois que le président de la République sera arrivé sur place. Hommage à la figure, évidemment, du général de Gaulle, qui fait aussi écho, je voulais qu'on en dise un mot, à cette tribune polémique d'un certain nombre de militaires qui a beaucoup fait parler, qui dénonçait le délitement de la France et qui a d'ailleurs rendu furieux le général François Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées, Pierre Servan, qui est présent aujourd'hui pour cette commémoration du 8 mai et qui a demandé des sanctions fortes contre ces généraux. Tout à fait. Donc il y a un processus qui va se mettre en place d'audition des officiers généraux en deuxième section qui ont signé, et puis d'autres officiers, notamment il y a quelques officiers d'actifs qui auraient signé cette tribune. C'est vrai je pense que tout en étant, comment dirais-je, très respectueux de l'armée, c'est vraiment une erreur fondamentale que de mettre son uniforme, qui est l'uniforme de la République, même si on est en deuxième section. Vous savez que les généraux quand ils sont à la retraite, c'est une sanction. Sinon, ils sont considérés toujours comme en retrait d'activité, mais ils peuvent rebasculer en activité. Et le fait de poser leurs étoiles sur un papier, d'ailleurs par ailleurs écrit avec des pieds de plomb, ça c'est aussi dommage par rapport... Vous parliez du général de Gaulle. Quand on lit ses mémoires, c'est fabuleux. Là, on a une plume absolument extraordinaire. Donc déjà, c'est une tribune ni faite ni à faire. Mais le fait d'engager son uniforme et donc quelque part, je dirais, d'agresser ce que représente l'armée aujourd'hui comme armée de la nation. C'est pas l'armée de certaines idées ou de certaines idéologies, c'est l'armée de tous. Et donc je trouve vraiment regrettable que ces hommes qui ont servi
la France, à leur époque, ait pu signer une telle tribune. Merci pour cette mise au point. Je ne peux pas l'accepter car la neutralité des armées est essentielle, a dit le général Lecointre. J'ai été choqué, a dit lire un appel à l'armée d'actifs. Ça me révulse absolument. Voilà, fermez la parenthèse. Fabrice d'Almeida, ce 8 mai 1945, il a toujours été célébré comme on le fait aujourd'hui à travers l'histoire? Pas tout à fait. Il faut savoir qu'au lendemain, d'abord le jour même, il faut le rappeler, c'est une grande fête, c'est une grande satisfaction pour les Français parce qu'ils sont du côté des vainqueurs. On l'a rappelé régulièrement et on va sûrement l'évoquer à nouveau. Ils sont à la table de la signature à Potsdam de la deuxième capitulation, la première ayant été signée chez nous évidemment, alors Cocorico à Reims la veille. Mais donc ça c'est effectivement une chose importante. Fabrice. À Potsdam. Signature. C'est bon, Berlin. Il me semble. Vous êtes... alors, tu as raison, c'est la conférence de Berlin, signature de Berlin. Voilà, débat d'experts. Non, erreur de ma part. Bon, Almeida. Mais la chose importante, c'est que dès 1946, on sent qu'il y a besoin d'avoir une commémoration. Alors, ce qu'on va imaginer, c'est pas qu'on fasse ça le 8 mai. On dit que ça va être le dimanche suivant qu'on organisera la fête. Ce sera à partir de 1953, un jour férié, mais non chômé, et il va y avoir un tournant. Sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, il décide qu'en raison du rapprochement avec l'Allemagne d'Helmut Schmidt, en raison du pacifisme d'une certaine manière qu'il essaye de promouvoir, eh bien, il faut arrêter de commémorer le 8 mai. 1975, voilà, c'est la décision qu'il prend. Et donc, ce choix de retrait, en fait, va choquer un certain nombre d'associations qui vont œuvrer. Et en 1981, quand François Mitterrand est élu, un de ses premiers gestes est de rétablir le 8 mai comme jour férié. Et il ajoute jour chômé. Pourquoi est-ce qu'il le fait? D'une certaine manière, c'est aussi un acquis social. Chaque fois qu'il y a un jour chômé de plus, d'une certaine manière, c'est un cadeau pour les travailleurs. Et donc ça va avec les grandes mesures qu'il a prises au début de 81 pour justement améliorer la situation ouvrière. Et on voit Anne Hidalgo. Et on voit Anne Hidalgo, la maire de Paris. On a aperçu également Hervé Guémard, le président de la Fondation Charles de Gaulle, ancien ministre. C'est vrai que c'est un moment politique aussi important parce que les régionales sont en ligne de mire et puis l'élection présidentielle. On sait que Anne Hidalgo, de ce point de vue-là, a envie d'être candidate à l'élection présidentielle. Absolument. Elle a relativement envie, mais elle ne le dira qu'à la rentrée, à l'automne, pour l'instant. Et ce qui est également important, c'est de voir, c'est qu'il y a manifestement dans l'image d'Emmanuel Macron un déficit de ce qu'on appelle le régalien, c'est-à-dire la nécessité de s'affirmer sur un certain nombre de terrains, comme l'autorité, comme sur la police, sur la sécurité, et que toutes ces commémorations, tous ces hommages peuvent renforcer ce point-là. Et à partir du moment où il imagine, et on croit voir, quand on regarde les études, notamment du CEVIPOF, que ce sont sur ces terrains que va se jouer probablement une partie de la présidentielle, il est nécessaire d'exalter la grandeur de la France. Il est nécessaire aussi de répondre sur la sécurité, ce qui a été fait aujourd'hui au sommet social européen de Porto en réponse à l'assassinat du policier, en disant nous devons donner une réponse pénale. C'est-à-dire qu'il faut que Emmanuel Macron est bien conscient qu'il doit reprendre toutes ces armes afin de pouvoir s'engager dans la présidentielle face à une Marine Le Pen qui dénonce sans arrêt, comme certains militaires, une espèce de délitement de la France. Oui, et on a vu l'arrivée à l'instant, justement, on l'évoquait, du général d'armée François Lecointre, le chef d'état-major des armées. Peut-être un mot, à Pierre Servant, de cette statue imposante du général de Gaulle devant le Grand Palais, qui a fait son apparition en novembre 2000, place Clémenceau, à l'intersection qui se trouve, pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, des Champs-Élysées, de l'avenue Winston Churchill, du général Eisenhower, cette statue de bronze qui fait 3,60 mètres de haut sur un socle de 3,85 m qui avait été sculpté par Jean Cardot. Tout à fait, elle est magnifique. Et Julien, nous avons souvent l'occasion de la voir de très près, notamment le 14 juillet, quand nous sommes en position à cet endroit stratégique pour interviewer des militaires qui vont défiler. La grande réussite de cette sculpture, quand on voit les films d'archives, c'est ce personnage. La statue lui redonne cette grandeur, ce côté délié dans la façon de dérouler le pas. Donc elle est à la fois, je dirais, elle a un côté erratique qui correspond à la puissance de ce personnage, et en même temps quelque chose de brut qui correspond au fait que c'est un personnage qui est sorti de l'histoire d'une façon magnifique, mais qui pendant toutes les années de guerre était tenu en marge par les anglo-saxons. Rappelez-vous, en 1942, c'est le général Giraud qui est mis en avant contre De Gaulle. C'est un incroyable survivant de tas d'aventures, et c'est le premier des résistants, avec cet appel du 18 juin lumineux, d'ailleurs qui sera pratiquement pas entendu par les premiers résistants, qui vont surtout entendre l'appel de Pétain le 17
à arrêter le combat. Et les témoignages notamment des compagnons de la Libération, ils expliquent que c'est le 17 juin qui les met en marche, et pas tellement le 18 qu'ils n'ont pas entendu, dont ils ont lu après dans la presse écrite certains échos. Alors je voulais en dire un mot justement des compagnons de la Libération, parce que c'est aussi une année particulière. Il ne reste aujourd'hui qu'un seul compagnon de la Libération après la disparition de Daniel Cordier, qui avait donné lieu à une grande célébration au Mont-Valérien notamment. C'était en novembre dernier. Ce dernier compagnon de la Libération aujourd'hui, c'est Hubert Germain, qui sera donc inhumé, comme le veut la tradition, puisqu'il l'a accepté, au Mont-Valérien. Le plus tard possible. C'est un personnage incroyable. Ouais. Officier de la Légion étrangère. Tout à l'heure, Fabrice parlait de Bir Hakeim. C'est un officier de la Légion étrangère qui se trouve à Bir Hakeim. Il est très jeune, puisqu'en 40, il a 20 ans. Il arrête les concours de naval qu'il est en train de passer. Il rend une copie blanche. Il fout le camp. Parce que pour lui, c'est insupportable de penser que son pays accepte la capitulation et va se ranger sous la bannière allemande d'une certaine façon. Et c'est un personnage qui a gardé une verdeur et un dynamisme. Je l'ai eu au téléphone il y a un an pour un livre que je suis en train d'écrire. Et c'est incroyable d'avoir ce personnage au téléphone qui conserve une vie et un dynamisme incroyable. Il fallait un sacré courage, c'est vrai, à l'époque quand même, pour rejoindre et traverser la Manche et rejoindre le général de Gaulle, qui était pardon de le dire ainsi, mais un jeune général inconnu de l'opinion publique française. Personne ne connaissait son visage à l'époque et qui avait lancé cet appel qui avait été peu entendu, comme vous le rappeliez, Pierre Servan, le 18 juin. Quel courage quand même de tous ces hommes et ces femmes. Il fallait un courage, il fallait peut-être une dose de folie d'une certaine manière pour oser faire ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde au départ autour de Gaulle à Londres et qu'il y a très peu de territoires qui vont basculer avant l'automne en fait du côté de la France libre. Et ce qui m'attriste d'autant plus en évoquant la mort progressive de ces compagnons de la Libération, la fin de cet ordre, c'est aussi de penser à la disparition progressive des témoins de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai, on se disait... 76e anniversaire cette année 76e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que des témoins de cette Seconde Guerre mondiale, il y en a de moins en moins aujourd'hui. D'où l'importance aussi de continuer ces célébrations et ces commémorations. Voilà, mais avec cette situation qui est très difficile, sanitaire, qui fait que d'habitude, vous vous souvenez, quand il y a les grands événements, que ce soit le 11 novembre, le 14 juillet, le 8 mai, à côté de l'Arc de Triomphe, après la cérémonie, en général, le président passe en revue les grandes associations mémorielles et puis il saluait aussi les compagnons de la Libération qui étaient là. Or, avec ces mesures sanitaires, on ne peut pas faire de tels rassemblements et donc il y a quelque chose d'un peu triste de penser que ces derniers témoins, ces derniers rocs, d'une certaine manière, qui peuvent nous dire ce qu'a été ce combat et le courage que vous évoquiez, eh bien, cette année ne peuvent pas être là et ne peuvent pas non plus contribuer comme ils le font d'habitude en se rendant pas seulement à Paris, mais dans les différentes villes, villages où on organise les cérémonies du 8 mai, eh ben, ils ne peuvent pas apporter leur parole. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu triste. On sent qu'effectivement, il y a une bascule qui est en train de se passer. Oui. On est en train de passer des témoins directs à ceux qui, comme nous, font l'histoire, mais ne l'ont pas vécu. Raconte l'histoire. Ce sont des passeurs d'histoire. Ouais. C'est aussi notre rôle sur les antennes de France Télévisions. On a aperçu la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, qui est une habituée, évidemment, de ces commémorations. On parlait d'itinérance tout à l'heure, Nathalie Saint-Cricq. C'est vrai que le président de la République a aussi annoncé, je parlais de politique, il y a toujours un aspect politique dans ces commémorations, évidemment. Le président de la République a annoncé qu'il allait enclencher un grand cycle de déplacements partout sur le territoire français. Assez rapidement, début juin, il avait adoré l'itinérance précédente qui était liée aux hommages de la guerre de 14. Il a beaucoup aimé le grand débat. Il considère que c'est un exercice qui lui réussit en général quand il va lui-même au contact pour essayer de convaincre un à un les Français. Là, il a parlé de son bâton de pèlerin. Donc, il a l'intention, effectivement, à partir de début juin, d'aller rencontrer, d'aller tâter le pouls des Français, voir un peu dans quel état ils sont. C'est évidemment pour tourner la page du Covid, c'est-à-dire considérer en gros que si... Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'Anne Hidalgo a dit qu'elle allait faire la même chose aussi. Exactement. Anne Hidalgo veut sortir du périphérique. Donc, pour sortir du périphérique, il faut effectivement faire une sorte d'itinérance, elle aussi. Le seul problème... Il a besoin de se reconnecter aux Français, le président de la République. Il a besoin de montrer une autre image que celle d'un président qui parfois annonce de bonnes nouvelles et de celle d'un Olivier Véran et Jean Castex qui nous donnent une fois par semaine le jeudi les éléments des jauges à venir. Il a besoin de tourner une page, de s'engager, de donner de l'espoir, avec simplement aussi en ligne de mire l'idée de probablement peser un peu dans la campagne des régionales. Oui. Parce que c'est quand même le 20 et le 27 juin et avoir un président de la République qui, d'une
certaine manière, va occuper le terrain, les journaux télévisés, la radio, la presse écrite, en intervenant pendant tout le mois de juin, c'est une façon de reprendre la main. Image majestueuse. C'est-à-dire que la campagne a commencé. La campagne a commencé. Qui en douteraient, voilà. Image majestueuse et toujours absolument magnifique de l'Arc de Triomphe sur cette grande place de l'Étoile où on attend donc le président de la République d'un instant à l'autre. Alors on a vu un personnage important tout à l'heure au premier plan, un personnage qui est assez grand, c'est le petit-fils du général de Gaulle, Pierre Servan. Oui, effectivement, dans ces commémorations, le 11 novembre, on a l'arrêt à la statue de Clémenceau. Donc là, à chaque fois, on laisse la parole à Nathalie, puisque c'est son personnage. C'est mon obsession sur Terre. Non, mais et je dois dire que c'est une belle obsession, et c'est un des très beaux personnages de France. Comme Napoléon, d'ailleurs, c'est peut-être pas la même dimension. On l'aperçoit ici à l'image, regardez. Voilà, mais Clémenceau détestait Napoléon, Pierre Servan. Voilà, non, tout à fait, mais je veux dire, ces grands personnages, de Gaulle a aussi été adulé et détesté. Il y a eu un putsch des généraux, sans faire de comparaison avec une période actuelle, mais donc c'est un personnage aussi qui a suscité des débats et des déchirures terribles. Donc effectivement, la famille, le petit-fils de Charles de Gaulle est présent, donc le fils de l'amiral Philippe de Gaulle, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et vous savez, juste une petite anecdote, l'un des drames de Philippe de Gaulle, qui est assez injuste, c'est qu'il n'a jamais porté la croix de compagnon de la Libération, alors qu'il l'aurait mérité 100 fois, au même titre que les 1038 compagnons de la Libération. Florence Parly, la ministre des Armées, qui arrive ici à l'image. Parce que le général de Gaulle considérait que ce serait donner le sentiment qu'il faisait une faveur à sa famille. Or, il traitait mal sa famille. Ce n'est pas exactement le cas. Mais en tout cas, les membres de sa famille et ses proches n'avaient droit à rien. Et donc, l'amiral Philippe de Gaulle, ce qui a toujours mis beaucoup de mal à l'aise un membre de sa famille qui lui était compagnon de la Libération, l'amiral Philippe de Gaulle, malgré ses états de service remarquables pendant la guerre, alors qu'il était très jeune, n'a pas reçu la croix de compagnon de son père. Il était son fils, pas son compagnon. Il y a toujours un petit moment très politique aussi entre Yves de Gaulle et le président Emmanuel et Macron, où Yves de Gaulle nous renvoie à peut-être ce qu'aurait dit, eu égard à l'époque, le général de Gaulle. On voit arriver François Hollande, l'ancien président de la République. Quand on est bien silencieux en plateau et que les caméras et les perches sont assez près, on peut entendre effectivement un certain nombre de choses. Quelquefois des conseils, mais aussi un hommage qui avait été assez relativement clair d'Yves de Gaulle à Emmanuel Macron sous forme d'une bonne chance et plutôt indiquant vous êtes sur la bonne voie. Donc on verra tout à l'heure s'il y a mi-parcours ou plutôt en fin de parcours ou presque fin de parcours, quels seront les compliments ou les non-compliments qui seront proférés par Yves de Gaulle en direction du chef de l'État. Et on voit arriver le cortège présidentiel, vous le voyez, avec les motards au premier plan qui traversent le pont Alexandre III, qui vient donc du dôme des Invalides, que vous voyez en fond d'image, image absolument magnifique, et qui va donc se rendre au pied de cette statue du général de Gaulle. Dans quelques secondes. Diane Benzina, vous êtes sur place. Oui, ça y est, Julien, le cortège présidentiel arrive à l'instant au niveau de cette place Clémenceau, où tout le monde est en place pour l'accueillir. Vous l'avez vu, donc les proches du général de Gaulle, évidemment son petit-fils, son épouse, Hervé Guémard de la Fondation de Gaulle. Et puis, celui qui va aller à la rencontre du président, c'est l'amiral Jean-Philippe Roland, qui est le chef d'état-major particulier. Et voilà le président.
président de la République qui a donc observé une minute de silence. Il salue ici Hervé Guémard, qui est donc le président de la Fondation Charles de Gaulle. Hervé Guémard qui est un ancien ministre et qui échange ici avec le président de la République. Il va donc saluer les descendants également du général de Gaulle, on l'évoquait tout à l'heure, notamment le petit-fils du général Yves de Gaulle, sa femme, Laurence de Gaulle. Heureux de vous retrouver. Heureux. Comment allez-vous? Vous allez bien? Aussi bien que la sortie des crises sanitaires que nous commençons à avoir remis. Avez-vous été vacciné? La première dose. Pendant la seconde lundi prochain. Mon père va très très bien. Il a fait les vaccins aussi? Oui, il y a déjà un certain nombre de semaines. Il est passé à travers tout le monde. Voilà, on a parfois du mal à entendre ce qui se dit avec les masques, c'est pas forcément très facile. On a donc appris que le petit-fils du général de Gaulle, Yves de Gaulle, s'était fait vacciner. Première dose, a-t-il dit. C'est vrai que c'est un peu la question du moment. Et toi, as-tu été vacciné? Pour atteindre les 30 millions au mois de juin et les 20 très rapidement. Oui, d'ailleurs, Jean Castex, le Premier ministre, s'est exprimé là-dessus hier lors d'un déplacement et a imploré tous les plus de 55 ans à accepter de se faire vacciner par le vaccin AstraZeneca. Jean Castex, qu'on découvre ici justement arrivé sur place, il nous a entendus peut-être, aux côtés de Florence Parly, la ministre des Armées, à l'Arc de Triomphe, où le président de la République va se rendre maintenant dans quelques secondes. Et on a vu Nicolas Sarkozy arriver tout à l'heure. Voilà, toujours pas de son. On a perdu le son entre le président de la République et Yves de Gaulle. Peut-être un mot. Image intéressante, toujours dans ces commémorations. On a vu le président de la République, Nicolas Sarkozy, l'ancien, et puis à ses côtés François Hollande, qui sont présents systématiquement à ces commémorations, que ce soit le 11 novembre ou le 8 mai. Ça a accru la solitude, parfois il est identifié, parfois le doute, nos concitoyens qui sont les plus seuls, qui étaient déjà les plus en difficulté, c'est extrêmement dur. Et on voit bien les esprits qui s'embrasent pour sortir de telles épreuves. Donc il nous faut tous ensemble, voilà, être prudent dans la réouverture et puis tout de suite rembarquer sur un cap pérenne. Passer à l'étape suivante. Ça. Exactement. Portugal. Vous étiez au Portugal? J'en reviens. Ils ont tout non, je voyais. Alors au Portugal, je pense qu'il y a quand même un sujet de climat. Ils ont beaucoup souffert après Noël. Ils ont fait trop de regroupements. Mais depuis le début de la crise, ils ont quand même beaucoup moins souffert que d'autres pays. Et je pense qu'on voit bien d'ailleurs même les régions les plus océaniques souvent en moyenne été moins touchées. Prenez les Pyrénées-Atlantiques chez nous, Bretagne. La Bretagne, elles ont été beaucoup moins touchées. Donc je pense que l'air à la fois, le climat et la concentration sont quelques facteurs explicatifs qui sont très limités. C'est de la pure observation. Eh bien écoutez, c'était heureux de vous retrouver. Nous allons créer l'occasion de vous rendre Vous saluerez bien votre épouse. Je n'y manquerai pas. Je vous dirai à votre épouse qu'elle était magnifique dans son manteau bleu chapeau. Je serai votre ambassadeur. Promis. Merci madame. Et encore une fois, vraiment mes meilleurs sentiments à votre père. Je n'y manquerai pas. Et bonjour à toute la famille. Merci beaucoup. Merci monsieur le président. Merci à vous. Merci. Nous tenons. Merci encore. Bon retour. Merci. Courage à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Le président de la République qui va remonter dans son véhicule pour se rendre quelques centaines de mètres plus haut, donc au pied de l'Arc de Triomphe pour la suite de ces commémorations. On a pu entendre quelques mots qui ont été prononcés, échangés avec
Yves de Gaulle, l'union nationale, c'est un mot qui est revenu dans la bouche du président de la République, ne pas déconfiner trop vite pour que les esprits s'embrasent, a-t-il dit. C'est vrai que c'est toute la logique de la politique qu'il est en train de mettre en place et qu'il explique à longueur d'intervention depuis maintenant quelques semaines. Et avec la volonté de ménager l'étape suivante qui était prononcée par les deux hommes, c'est-à-dire effectivement la fin de cette longue période de confinement et de mise sous cloche, de manière à ce que les Français puissent revivre. C'est un enjeu politique fort quand même, on peut le dire, pour le président de la République, parce que ça fait un an qu'on est dans une situation de confinement, des confinements un peu comme nos voisins européens, mais on s'inscrit dans une logique aussi politique, Exactement. Où les Français attendent beaucoup de cette nouvelle phase de déconfinement, avec cette date du 19 mai, date de la réouverture des terrasses notamment, et puis d'un certain nombre de lieux publics, les musées, les cinémas, quelques salles de concert. C'est vraiment la vie qui devrait reprendre. Et avec l'espoir qu'il n'y ait pas un danger de retour en arrière. On a entendu que le conseil scientifique disait qu'éventuellement cet été, il pourrait y avoir une quatrième vague. Donc l'espoir, c'est effectivement, de réussir le déconfinement, de faire la preuve qu'on a fait aussi bien, voire mieux que les autres, et non pas moins bien, comme un certain nombre de politiques le disent, notamment de l'opposition, et la nécessité pour Emmanuel Macron de montrer qu'il est encore capable de réformer, de faire quelque chose, et de mener à terme son mandat jusqu'au dernier moment, avec juste quelque chose qui était amusant, c'est le commentaire d'Yves de Gaulle sur les vêtements de Brigitte Macron. Oui. Il prouve qu'il a vu la cérémonie Napoléon et qu'il a remarqué effectivement qu'elle était habillée avec un long manteau bleu. Sympathique. Bon, vous direz à votre épouse qu'elle était magnifique dans son grand manteau. Exactement. Donc il y a plutôt bonne ambiance entre ces deux couples. Jeanne Benzina avec Yves de Gaulle. Jeanne. Oui, Julien, je suis donc avec le petit-fils du général de Gaulle, Yves de Gaulle. Vous venez de vous entretenir quelques minutes à l'issue de cette cérémonie avec le président de la République. Alors, sur quoi avez-vous pu échanger? Un peu de l'actualité, nous avons cru comprendre. Un petit peu de l'actualité pour nous féliciter de façon commune de la sortie de la crise sanitaire qui commence à s'annoncer, avec toutes les précautions qu'il faut continuer de prendre, bien entendu, et en songeant aussi à tout ce qu'il va falloir faire après pour restaurer une situation économique et sociale qui sera probablement difficile. Alors en échange, dans cette journée si particulière du 8 mai, que vous en disait votre grand-père de ce 8 mai? Est-ce qu'il vous en parlait? Est-ce qu'il avait un moment saillant qu'il gardait avec lui? Je crois qu'on ne peut pas répondre ponctuellement à cette question sans intégrer le fait que le général de Gaulle y pensait l'histoire comme une continuité. Il voyait les choses avancer de loin, progresser dans une direction, et le 8 mai n'est qu'un élément qui n'est pas topique dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il en dit assez peu de choses, d'ailleurs, dans ses mémoires de guerre. C'est un tout petit paragraphe qui, d'ailleurs, il articule immédiatement avec le fait que l'armistice avait été signé la veille, et la fête de Jeanne d'Arc célébrée à ce moment-là, quelques jours après. Donc tout ça s'inscrit dans une histoire qui est continue. Le général de Gaulle, il prenait l'histoire de France dans sa totalité. Et nous continuons évidemment à la Cabo-Méré aujourd'hui, et donc ça continue à l'Arc de Triomphe avec le président de la République. Absolument, merci Jeanne, merci Yves de Gaulle pour ces quelques mots. Le président de la République accueilli, comme le veut le protocole, par Jean Castex et sa ministre des Armées Florence Parly. Et tant mieux, ça avance. Allez, ça avance. Ça avance, c'est le... Madame la ministre des Armées, comment allez-vous? Très bien, je me permets de vous souhaiter un bon anniversaire. Vous allez bien? Très bien, bravo pour cette négociation. Très bien. On va faire un CMFA à la fin du mois. On va féliciter le DGA parce qu'il a donné. Oui, je vous les contraintes. Non, merci. Madame la ministre, merci à nouveau. Merci encore pour votre présence dans la vallée. C'est une mission qui est importante, pas très difficile à faire. Il y a du sens. Mon général, comment allez-vous? Heureux de vous retrouver. Vous étiez auditionné avec la ministre. Voilà, le président de la République qui est avec le général d'armée François Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées, on l'évoquait tout à l'heure, et qui s'entretient avec lui au pied de l'Arc de Triomphe dans le cadre de ces commémorations du 8 mai 1945. C'est un général qui est apprécié d'ailleurs
très apprécié pour ses faits d'armes aussi, Pierre Servant, au sein des armées. Oui, on le voit sur sa poitrine, il porte un certain nombre de décorations. Il est issu des troupes de marine. Il a participé à un grand nombre d'OPEX. Il a acquis un fait d'armes avec un certain nombre de ses camarades pendant la guerre de Bosnie au pont de Verbania, où il commandait comme capitaine les éléments qui ont repris ce pont de Verbania à des miliciens serbes qui s'étaient déguisés en casque bleu. Et il a continué un parcours notamment en Afrique tout à fait brillant. Il est apprécié dans les armées parce que c'est un homme d'une très grande sobriété. Oui. C'est pas du tout un matu-vu ou un matamor. C'est un homme qui parle précis, qui est très respecté. Parfois, certains trouvent qu'il pourrait être complet, qu'il manifeste un peu trop de sensibilité quand nous avons des pertes. C'est le seul tout petit écho, non pas négatif, mais c'est un homme en tant que chef qui ressent très fortement les pertes des soldats. Voilà, le président de la République qui procède au traditionnel ravivage de la flamme. Il est avec le général Darry, je crois, qui préside le comité de la flamme, oui, qui entretient... Le général d'armée Bruno Darry, qui est effectivement le président du comité de la flamme. Parce qu'en fait, il y a des ravivages tous les jours, notamment de nombreuses délégations étrangères du monde entier viennent pour raviver la flamme. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.
Le président de la République qui va maintenant saluer les autorités civiles et les commissaires de la flamme avant de mettre quelques mots, comme le veut la tradition également, dans le livre d'or. Rappelons que le cercueil du soldat inconnu fit son entrée solennelle sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1920, pour une mise en terre le 28 janvier 1921, et que cette flamme éternelle est allumée en 1923 et qu'elle n'a depuis jamais cessé de brûler. Le président ici avec Gérard Larcher, le président du Sénat, ici M. Véran, président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand, je dis Véran, me dit l'oreillette. Lapsus sanitaire. Président de l'Assemblée nationale. Nicolas Sarkozy, président de la République, bien sûr. La coupole. Oui, c'est ça. Anne était d'ailleurs hier aussi. Merci, madame. Le sommet social, c'est pas bien. Les compagnies bien souvenir des sociétés civiles. Très bon salut. Oui, c'est bien que les élus et les syndicats aussi, pas les partenaires sociaux. On avait me dit tout à l'heure. Ça prépare la présidence française. Vous avez mieux. C'est un peu le sentiment qu'il y a là. Merci, madame la maire de Prenard. On tout s'est bien passé dans les discussions aussi de la veille. C'était très très bien. C'était intéressant. On a pu porter l'idée que si on veut que le plan de relance soit vraiment appliqué, ça se passe aussi à l'échelle locale. Je trouve qu'il y avait beaucoup de convergence. L'atelier au chalet, Laurent Berger était là aussi. Oui, j'ai vu Laurent. C'était très intéressant. Gros sommet. Salutations et échanges républicains entre deux adversaires politiques tout de même. Sous l'Arc de Triomphe, voulu par Napoléon en 1806, après la victoire d'Austerlitz de 1805, dont vous vous rappelez qu'Emmanuel Macron en avait fait un point fort de son discours il y a quelques jours, le 5 mai, en commémorant la mort de Napoléon. Et c'est vrai que c'est une séquence de commémoration un peu particulière, puisque le 10 mai, c'est à la fois la victoire de Mitterrand, mais c'est aussi la mémoire de l'esclavage. Et vraisemblablement, le président sera plutôt sur ce deuxième versant pour peut-être équilibrer la grande cérémonie du 5 mai. Le 10 mai, qui est également le début de l'offensive allemande, 10 mai 1940, les Allemands attaquent la France et en 7 semaines vont battre à la fois les Français et le corps expéditionnaire britannique, ce qui était un traumatisme terrible pour les Français et pour l'Europe. Voilà, signature sobre de la part du président de la République pour ces commémorations. Un comité évidemment restreint pour les raisons qu'on sait liées à la crise sanitaire. C'était déjà le cas l'an dernier. On espère évidemment, Pierre Servant, que ce ne sera pas le cas l'année prochaine. Hein. C'est ce qu'on avait déjà dit l'année dernière. L'année prochaine. Donc. Oui, il faut vivre d'espoir, mais c'est vrai que, encore une fois, il manque une patte humaine. Donc là, le président de la République salue donc là, je pense que c'est le général Abad, gouverneur militaire de Paris. Oui, à droite de l'écran se trouve le général Rodriguez, qui est en train de... Voilà, général Rodriguez, qui est le directeur général de la gendarmerie nationale. Donc en fait, tous les chefs d'état-major des armées et de la gendarmerie. J'ai pas perçu le général Burkhardt, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre. De l'armée de terre, effectivement. Il est possible qu'il soit... Enfin, peut-être qu'on va le voir à l'écran, où il peut être retenu ailleurs à ce moment-là, notamment compte tenu du décalage dans la journée de ces cérémonies. Mais on devrait voir le chef d'état-major de la marine, l'amiral Vendier,
et l'amiral de l'armée de l'air et de l'espace, le général Lavigne, que j'ai aperçu tout à l'heure à l'écran, voilà qu'on voit ici. Donc ce sont vraiment les hauts commandeurs, les hautes autorités militaires françaises, qui saluent leur chef, le chef des armées. Précisons qu'il y a eu un renouvellement assez important à la direction des corps d'armée, avec l'arrivée du général Burgard, chef d'état-major de l'armée de terre, il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est également le cas à la marine. Et c'est également le cas, Pierre, dites-moi si je me trompe, pour le chef d'état-major particulier du président de la République, qui est désormais le vice-amiral d'escadre, Jean-Philippe Roland. Absolument, qui a remplacé l'amiral Rogel, qui a servi les 2 derniers présidents comme chef d'état-major particulier de la présidence. Et donc, en fait, il faut savoir que les officiers généraux, comme les autres officiers, ont, pardonnez-moi l'expression, une date de péremption qui est liée à leur âge et à leur grade. On peut dire limite d'âge. Absolument. Hein? Donc, mais dans l'humour militaire, on parle de date de péremption, donc c'est la limite d'âge, effectivement. Alors pour les officiers généraux, le président de la République a la possibilité de les prolonger. L'amiral Rogel avait été prolongé plusieurs fois, l'amiral Prazuc. Quelle est cette limite d'âge? Alors, il faut prendre le grade 2 étoiles, de général de brigade, de divisionnaire, corps d'armée et armée. Donc, de mémoire, ça doit s'étager entre 58, 59 et peut-être 63, 64, sous réserve. Je revérifie ces chiffres, mais le président de la République a la possibilité de les prolonger au-delà de la limite d'âge, ce que les présidents font assez systématiquement. Ça avait été le cas du général Pugas, ça avait été le cas de l'amiral Prazuc, ça avait été le cas de l'amiral Rogel, ça avait été le cas également de Georges Lain. C'est-à-dire que quand le président s'entend bien avec ces personnages militaires de premier contact, de première, vraiment notamment le chef d'état-major particulier, qui est le personnage militaire qui est le plus près géographiquement du président, puisqu'il est dans cette petite rue de l'Élysée je dirais pas une portée de fusil, ce serait tout à fait insolent, mais disons à quelques pas du président. Et donc quand ça marche bien, quand ça... Oui. Voilà, le président souhaite conserver ce personnage. Normalement, le général Lecointre, dont vous avez parlé, devrait être théoriquement atteint par sa limite d'âge, normalement à l'été. Et les informations que j'ai pour ma part seraient plutôt pour une prolongation sachant qu'il y a 1 an pour la fin du quinquennat. Donc, il peut paraître légitime de le prolonger 1 an. Et après, le futur président ou la future présidente pourra choisir très légitimement sans qu'il y ait les problèmes qu'il y avait eu avec le départ du général de Villiers qui avait déposé son képi en 2017. Un certain 14 juillet. À l'issue d'un certain 14 juillet. Voilà, ces derniers échanges avec les hauts gradés des armées. Alors, il y a des personnages qu'on ne voit pas à l'écran, ce sont les responsables des services de renseignement français. La DGSI, la DGSE. On avait aperçu Bernard Rémier il y a quelque temps dans une cérémonie particulière où il avait fait une conférence de presse sur la menace terroriste. Donc c'est rare de voir ces personnages. La DRM, la direction du renseignement militaire. La DRSD, la direction du renseignement et de sécurité de défense, TRACFIN, etc. Donc on ne voit pas ces personnages. Mais le président Macron en a renouvelé un grand nombre quand il est arrivé à l'Élysée, tout simplement parce que le mandat d'un certain nombre de ses responsables arrivait à échéance. Donc il a pu reconfigurer une cartographie du renseignement. Également M. Nunes, qui est le coordonnateur du renseignement à l'Élysée. Et ce qu'il faut dire, parce que c'est quelque chose dont on parle peu, c'est qu'il y a une entente, une coordination, un partage du renseignement, notamment depuis 2017. Ça existait auparavant, mais ça a été renforcé en 2017 par le changement d'un certain nombre de têtes. Et ça a permis notamment de déjouer toute une série d'attentats ces dernières années. Donc c'est une réalité peu vue, peu évoquée, mais qui est réelle et qui passe notamment aussi par les hommes qui ont été changés. Je dis hommes parce que, à ma connaissance, j'ai peut-être un petit doute sur TRACFIN, mais je crois que ça reste assez masculin. C'est une information importante, d'autant qu'on sait que la menace terroriste, et on l'a vu encore malheureusement récemment, reste encore très très forte en France. On va laisser le président de la République terminer ses salutations et on va reprendre le cours normal de nos programmes. Merci de votre fidélité, merci à tous les trois. Nathalie, je rappelle votre dernier livre absolument passionnant sur Georges Clemenceau. Tiens, c'est étrange. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, aux éditions de l'Observatoire. Pierre, votre dernier livre également paru cet été, De Gaulle et Pétain. C'est aux éditions Perrin.
livre également passionnant, et Fabrice Delmeda, votre dernier ouvrage s'appelle Archives secrètes des armées, aux éditions Gallimard. Merci, comme à chaque fois, évidemment, aux équipes de France Télévisions qui nous ont accompagnés pour préparer cette édition spéciale, à Amaury Guibert, Maria Yetchenko, Marie-Paul Rigal, Clémentine Rouve à la préparation, ainsi que à tout le personnel technique et la rédaction de France Télévisions, France 2, France Info notamment, qui font un boulot admirable et on ne les voit pas toujours à l'écran. Tout de suite sur France 2, votre jeu N'oubliez pas les paroles. Nagui, à 20h, vous avez évidemment rendez-vous avec Laurent Delahousse pour l'info. Et puis sur France Info, eh bien, le retour de l'actualité dans quelques secondes. Passez une très très belle soirée sur France Télévisions.